Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. On va parler de ces hommes qui roulent en voiture rouge et qui sont en général les premiers qui viennent nous sauver après avoir été caillassés, agressés ou être en difficulté. Et au moment où les agressions reprennent de plus belle sur Mayotte, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir mettre en lumière ces pompiers qui viennent à notre secours, et on a la chance d'avoir sur le plateau leur patron, Olivier Ness. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais, vous êtes le premier à venir, avec vos hommes évidemment, nous secourir quand on est en situation difficile. Les pompiers de Mayotte, c'est à peu près combien d'interventions par an pour venir à notre aide? Alors, les sapeurs-pompiers de Mayotte interviennent en gros 17 000 fois par an. 17 000 fois par an? Oui. Et c'est en augmentation? C'est en constante augmentation. C'est lié à l'activité sociale, à la population et à tous ces enjeux qui lient le territoire à son évolution. Alors, il y a des caillassages réguliers, des points de crispation. Cahagny, où vendredi, une ancienne élue du département a été caillassée, blessée, et je suppose secourue par vos équipes. Alors, c'est pas pour dire que c'est plus important, elle, que quelqu'un d'autre, mais ça met en lumière ces caillassages. Quand il y a un caillassage, quand un individu, quel qu'il soit, reçoit une pierre et qu'il est blessé, comment ça se passe, vos interventions? Alors, tout d'abord, nous faisons abstraction de l'origine, de la couleur, etc. J'imagine. Le blessé, c'est le blessé, qui qu'il soit. Lorsqu'on reçoit un appel, la première chose, c'est de prendre le maximum de renseignements pour savoir ce qui s'est réellement passé et quels sont les enjeux. Si c'est dans un lieu qui est sensible, caillassage, zone... Cahagny, par exemple. Cahagny. Djoumogné. Comme tant d'autres secteurs. Mais vous savez, il n'y a pas un secteur privilégié. Il y a des zones, effectivement, qui sont reconnues. Et dès lors, on s'attache auprès des forces de l'ordre, que ce soit le secteur police ou le secteur gendarmerie, qu'il faut saluer d'ailleurs dans leur travail. Et nous avons un protocole commun qui nous permet soit d'intervenir seul parce que c'est une zone sécurisée naturelle, c'est un accident de la circulation, etc., mais il n'y a rien qui est lié à des incivilités. Et si effectivement on est dans une zone qui est sous tension, eh bien c'est accompagné des forces de l'ordre qui sécurisent la zone, qui nous permettent d'intervenir. Bien souvent, quand nous intervenons, nos caillassages, c'est plutôt sur le chemin, c'est du sporadique, on ne connaît pas les raisons, peut-être le fait du gyrophare bleu ou de l'uniforme. Et nous avons des projections de cailloux sur les véhicules, mais ça fait partie aujourd'hui du quotidien. Et c'est bien au-delà du territoire de Mayotte. Oui, je veux dire, c'est partout. Voilà, les incivilités sont de plus en plus nombreuses. Il faut savoir se préserver. Je voudrais saluer les femmes et les hommes qui sont au sein de cet bel établissement qui est le SDIS, donc les sapeurs-pompiers de Mayotte, parce que leur courage au quotidien, jour et nuit, ils vont, et ils assurent le secours aux personnes et aux biens. Et il faut saluer cette capacité à se surmonter soi-même pour partir en intervention et réaliser ce qu'ils réalisent. Alors, on l'entend dans les témoignages, quand on est dans un embouteillage, on est une voiture devant, une voiture derrière, on est quelque part un peu prisonnier de cet embouteillage, et qu'on voit arriver sur soi une horde armée de voyous, quelquefois avec le visage couvert d'un t-shirt. Enfin, ça fait extrêmement peur, on se fait agresser, les pompiers arrivent, le pompier finalement est la première personne gentille qui vient vous aider après cette agression. Qu'est-ce que disent, c'est quoi les premiers mots des personnes que vous secourez? Alors la première, il faut dire, le sapeur-pompier, c'est le premier maillon du retour vers quelque chose de construit. Un accident, une agression, etc. Le sapeur-pompier qui va venir auprès de la victime va être l'élément rassurant. On va, au travers des gestes, faire ce qu'il faut. On va protocoler la victime pour la stabiliser.
et puis assister, s'il faut, de l'aide médicale, du SMUR et donc des moyens hospitaliers, on va la protocoler de telle façon à ce qu'elle soit le mieux possible pour être transportée vers cette zone apaisante qu'est le milieu hospitalier, dans les circonstances, évidemment. Bien sûr. Où c'est propre, c'est pris en charge. Pris en charge et on peut se laisser aller. Si vous voulez, bien souvent, les victimes, quand elles voient le sapeur-pompier, il y a un espèce de soulagement, un espèce de laisser-aller. On est dans une autre phase. Voilà, on n'est plus dans l'agression, dans le sale, ce qu'on appelle le sale, et c'est un retour vers une vie, une construction et autre chose. Alors, il n'y a pas que les accidents, il n'y a pas que les agressions, il y a aussi les incendies. Je pense par exemple, vendredi matin, Magicavo, un problème sur un poteau électrique. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça génère derrière l'incendie de 2 ou 3 cases en tôle. Je ne sais plus exactement combien ont brûlé. Je suppose vous êtes appelé, vous arrivez. Comment ça se passe quand on intervient sur un incendie en pleine nuit? Enfin, là, il était 4 heures du matin. Donc les gens sont chez eux, enfin, c'est la fin du monde quelque part. Comment ça se passe? Alors, le lieu est particulier. Selon le lieu, donc on se fait toujours assister des forces de l'ordre pour sécuriser la zone, j'imagine à Magicavo, pour nous laisser travailler dans les meilleures conditions possibles. Et notre intervention, bien, c'est de préserver d'abord les personnes, être sûr que tout le monde est dégagé. Ensuite, d'intervenir sur les biens, éteindre l'incendie. Pas toujours évident, en fonction du quartier, en fonction de l'accessibilité. Vous savez, il y a certains endroits sur Mayotte, un véhicule, quel qu'il soit, aussi petit soit-il, ne peut pas aller dans tous les endroits habités. Et il nous faut déployer certaines stratégies, et nous avons adapté un certain nombre de stratégies d'ailleurs qui sont propres à Mayotte aujourd'hui, avec des petits engins équipés, avec des cuves de 300 litres et des moyens haute pression, pour pouvoir progresser dans ces zones ultra habitées avec des constructions précaires. Et bien, il faut d'une part que la population comprenne qu'on met un certain temps pour venir. On reste dans les règles et dans les normes qui sont éditées au niveau national, donc il n'y a aucun souci là-dessus, mais on met du temps pour intervenir. Et cette intervention, eh bien, les hommes du feu, les soldats du feu, eh bien, il leur faut aussi du temps pour mettre en œuvre ce matériel. Une intervention paraît toujours très longue pour celui qui est impliqué. Sachez qu'on fait du mieux possible et au plus vite. Alors, autre question, vous disiez 17 000 interventions par an. On sait que les pompiers sont amenés à faire beaucoup d'accouchements parce que, quelquefois, la nature décide pas comme on voudrait. Est-ce que aujourd'hui, avec la fermeture des maternités, vous êtes amenés à faire plus d'accouchements par les temps qui courent que vous n'en faites d'habitude ? Mayotte est ce département particulier où les sapeurs-pompiers sont devenus des experts en la matière. Nous réalisons plus de 800 accouchements. Ça veut dire plus deux par jour? C'est ça. Quasiment 3 par jour? Quasiment 3 par jour. Alors il y a des jours où il y en a moins, il y a des jours où il y en a Bien plus. sûr. Et ceci nous donne cette image de la maternité rouge des sapeurs-pompiers. On est une maternité ambulante et en fait, avec la fermeture de Dzomonier et de Morvan-Doudou, eh bien, on se retrouve avec... Et là encore, c'est du travail. Votre invitée précédente, avec qui on travaille en très étroite collaboration, eh bien, nous établissons un certain nombre de règles et de protocoles et nous intervenons quand ils nous le demandent. Et là-dessus, eh bien, on a une progression du nombre d'accouchements puisque la fermeture de ces centres nous oblige, entre les moyens hospitaliers et les moyens sapeurs-pompiers, à partager cette charge supplémentaire puisque les accouchements, il faut les faire et puis ensuite, il faut transporter sur le centre hospitalier de Mamoudzou. Et donc, en fait, on augmente nos statistiques. Et votre expérience?
Tout à fait. Parce qu'en fait, et c'est un peu pour la blague, mais en province, on ferme des maternités parce qu'ils ne font pas beaucoup d'accouchements. Peut-être que vous pourriez en ouvrir une. Vous savez, dans un département que je connais bien, qui est la Dordogne, à Bergerac, ils ont fermé la maternité. Par manque de praticiens, etc. C'est une maternité qui faisait 700 accouchements par an. C'est ça. Vous avez un certain savoir-faire. Voilà. Quand la maman a mis au monde son bébé, donc dans le véhicule des pompiers ou bien chez elle, enfin en tout cas voilà, vous amenez maman et bébé à l'hôpital systématiquement. Systématiquement, sauf s'il y a un avis médical, etc. Mais sinon, c'est systématique. Oui. Et c'est une régulation que l'on fait avec le médecin régulateur du SAMU, hein, et qui... c'est lui qui décide, et non seulement de l'évacuation, mais aussi de la destination. Et ça peut être ailleurs que le CHM ? Oui, ça peut être, si c'est sur Kahani, pour avoir un avis médical, ça peut aller sur Kahani ou sur Marmadoudou ou sur un centre où ils peuvent avoir rapidement une décision. Alors, comment les services des pompiers aujourd'hui s'intercalent, se positionnent dans le grand panorama du milieu médical mahorais? Parce qu'on l'a vu, vous l'avez dit, les urgences, vous êtes un maillon souvent avant les urgences et vous conduisez les personnes aux urgences, mais il y a aussi la médecine de ville, il y a aussi tous ces éléments. Comment vous vous positionnez? On se positionne sur le fait que entre la direction de l'hôpital, l'ARS, les différents partenaires sur le plan sanitaire, eh bien, on a un croisement des problématiques et des solutions possibles et envisageables. Et à partir de là, je veux dire, il y a une décision qui est prise de façon à ne jamais laisser la question sanitaire, si vous voulez, d'un patient ou d'un blessé et qui reste sur le bord de la route. Il faut trouver et engager tous les moyens nécessaires. Nous sommes un partenaire des moyens sanitaires. Les relations avec le milieu hospitalier, la direction, l'ARS et tous les partenaires, je veux dire, sont très bonnes. Il faut simplement y mettre les moyens, mais on est un territoire, on est une île. La grosse problématique, c'est lorsqu'on a engagé tous les moyens, qu'on arrive à cette limite capacitaire, qu'on a définie comme une rupture capacitaire, on n'a plus les moyens d'assurer le reste. Une fois que tout est sorti, eh bien c'est là que la question se pose. Que fait-on à ce moment-là? Et ça arrive? Pour l'instant, non, ça n'est pas arrivé, mais on y travaille tous ensemble. Non, on arrive à assumer l'ensemble des besoins. Alors, 17 000 interventions, elles se répartissent comment entre intervention médicale et feu? Parce que le pompier, dans l'esprit collectif, il éteint le feu avant d'aller chercher les blessés. Alors, il faut faire la part des choses entre le nombre d'interventions et le temps d'intervention. Le nombre d'interventions, nous faisons 82% de nos interventions, c'est du secours à personne pur. Ensuite, sur le reste, il y a une répartition entre le secours routier. Alors, le secours routier, c'est l'intervention. Le secours routier, hein, c'est du balisage. Voilà, il n'y a pas de blessés majeurs. Du feu, habitation, végétation et divers. Et ensuite, toutes les opérations spécifiques qui vont du simple nettoyage de chaussée au risque technologique, passant par toutes les spécialités, secours nautique, le grimpe, le sauvetage du blême, etc. Ça, c'est la partie, si vous voulez, des interventions. Maintenant, en temps passé, c'est là où c'est le paradoxe. On a 82% donc, de nos interventions, c'est du secours à personne. Or, ça ne représente que moins de 17% du temps passé en intervention, le reste étant sur les grosses opérations de feu, etc. Oui. Et vous pouvez, sur un sinistre, passer plusieurs jours. Je veux citer en mémoire le feu de chez Enzo, qui a duré 3 jours. Donc, entre le nombre de personnel engagé et le temps, je veux dire, en nombre heures hommes passés sur le terrain, c'est énorme. Alors, vous parlez d'hommes sur le terrain, alors femmes et hommes sur le terrain. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers de Mayotte, c'est combien de personnes qui vont au secours des personnes ou des biens, enfin en tout cas qui viennent à notre aide?
Alors, les sapeurs-pompiers de Mayotte, aujourd'hui, on est 241 sapeurs-pompiers professionnels. 241. 241 professionnels et environ 320 sapeurs-pompiers volontaires. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais je veux dire, si on a une grosse crise, pour gérer, pour qu'il y ait un potentiel opérationnel journalier, c'est-à-dire un certain nombre de sapeurs-pompiers tous les jours en caserne pour assurer les départs, c'est ce qu'il faut. C'est tendu. C'est tendu. Et alors, c'est quoi la différence entre un pompier volontaire et un pompier professionnel? Le sapeur-pompier professionnel, c'est son métier. Il est là, il est formé et il touche un salaire pour cela. Le sapeur-pompier volontaire, il a un métier dans le civil. Et par passion, il est sapeur-pompier volontaire, il n'est pas salarié, il touche une indemnisation horaire pour le travail qu'il va fournir. Et donc, nous avons, avec cette dualité professionnelle volontaire, une capacité, si vous voulez, d'avoir une ressource humaine qui peut nous permettre de répondre à toutes les opérations. De pallier les vacances, les week-ends, les nuits, en complément. Et en termes de maîtrise des techniques, que l'on soit professionnel ou volontaire, c'est pareil? Je vous poserai en retour une question. Est-ce que vous avez vu sur le terrain, quand vous voyez les pompiers, une différence entre l'un ou l'autre? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Le sapeur-pompier professionnel, si vous voulez, il est formé, il continue à se former, il a des spécialisations et il est surtout aussi organisé sur le suivi, le matériel, etc. en caserne. Le volontaire a une formation qui est la même que le professionnel, sur la formation de base. Il connaît toutes les techniques de base et toutes les manœuvres d'intervention. Et il va, lui, être l'homme qui va simplement venir sur les interventions. Vous voyez, il ne va pas être dans l'organisation administrative, la gestion de la caserne, etc., qui est du fait des sapeurs-pompiers professionnels. Les professionnels ont en plus ces spécialités et ces capacités de faire le plus. L'organisation, le management, la gestion des interventions, etc. Et sur l'encadrement et sur les interventions spécifiques qui nécessitent des spécialistes qui doivent se former au quotidien. Merci beaucoup, Olivier Inès, de toutes ces précisions et surtout merci pour ce que vous faites avec tous vos hommes et femmes pour nous. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.